Wolfgang Amadeus Mozart, itinéraire d'un enfant prodige. En 1747, Léopold Mozart épouse la fille d'un haut fonctionnaire d'Autriche, Anna Maria Perl. Le couple s'installe dans un appartement au 3e étage sur la Getreidgasse, à Salzbourg. Léopold est un excellent violoniste. Il occupe le poste de second violon dans l'orchestre de la cour du prince archevêque de Salzbourg. Il est également un compositeur et auteur d'une méthode de violon qui montre clairement ses aptitudes pédagogiques. En 1763, Léopold Mozart devient vice-maître de chapelle à la cour du prince archevêque de Salzbourg. En 1756, année de naissance de son fils Wolfgang, il écrit son traité en vue d'une méthode fondamentale pour le violon. Une méthode de violon très importante qui sera traduite dans toute l'Europe. Aujourd'hui, ce traité demeure l'une des principales sources pour l'exécution authentique des œuvres du XVIIIe siècle. S'il compose des concertos, divertimentos et autres oratorios, on retient surtout à l'heure actuelle ses musiques de circonstance, comme la promenade en traîneau. Le premier enfant naît en 1751. En hommage à la jeune accouchée, l'enfant est baptisé Maria Anna, puis surnommée plus tard Nannerl. Elle révèle très tôt ses prodiges au clavecin et ravive la fierté de son père. Mais la famille ignore encore que le génie pur et véritable est en gestation. Le 27 janvier 1756, à 20h, dans l'appartement de Salzbourg, Nannerl se penche sur le berceau de celui qui va bientôt la pousser dans l'ombre. Son frère Wolfgang est né. 7e enfant de Léopold et Anna Maria Mozart, il est le second qui survit aux soins précaires dispensés aux nourrissons de l'époque. Nannerl et Wolfgang seront les seuls enfants vivants du couple Mozart. Dès le lendemain de sa naissance, on inscrit son nom sur le registre de baptême. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Les enfants furent éduqués à la maison, sous la direction de Léopold, apprenant les bases de la lecture, de l'écriture, du dessin et de l'arithmétique, avec un peu d'histoire et de géographie. Leur éducation musicale débuta dès le berceau, par l'intermédiaire des répétitions constantes de Léopold et ses collègues musiciens. Quand Nannerl eut 7 ans, son père commença à lui apprendre à jouer du clavecin, avec Wolfgang la regardant, et d'après ses propres dires, je cite, « L'enfant montra immédiatement son extraordinaire talent, un talent venant de Dieu. Il passait souvent de longs moments au piano à jouer des tierces, et il en éprouvait un plaisir visible qui montrait qu'il en appréciait le son. Lorsqu'il eut 5 ans, il composa de courtes pièces que son père notait pour lui. » Fin de citation. Un ami de la famille, la poète Johann Andreas Schartner, a raconté qu'à l'âge de 4 ans, Wolfgang commença à composer un concerto pour piano et fut en mesure de faire preuve d'un extraordinaire sens du rythme. Les enfants de la famille Mozart ne sont pas les seuls prodiges musicaux du XVIIIe siècle. Le musicologue Gary Spruce précise qu'il y avait des centaines de cas similaires et cite celui de William Crouch de Norwich qui, en 1778, à l'âge de 3 ans, donnait des récitals d'orgue. La chercheuse britannique Jane O'Connor rattache la popularité des enfants prodiges à cette époque à la prise de conscience du potentiel de divertissement et de valeur marchande que représentait un enfant qui était, d'une certaine façon, prodigieux. D'autres contemporains de Mozart enfant furent le violoniste et le compositeur Thomas Linley, le jeune, né dans la même année que Wolfgang, et l'organiste Zygmunt Bachmann, mais ce fut Mozart qui devint finalement reconnu parmi les prodiges comme le futur standard des débuts du succès. Voici une toile anonyme du XVIIIe siècle où l'on voit Mozart au clavier en 1770 avec le violoniste Thomas Linley le jeune, autre enfant prodige.
Au cours de l'année 1762, Léopold emmena toute la famille à Vienne pour un voyage qui dura 3 mois. Les Mozart furent invités à la cour, où l'impératrice Marie-Thérèse testa les capacités de Wolfgang en lui demandant de jouer, avec succès, avec le clavier couvert par un tissu. Mais Mozart est aussi un enfant vivant et espiègle, qui n'hésite pas à rompre la rigide étiquette des Habsbourg. Je cite: Bref, le Wolferl, petit sobriquet de Wolfgang, a sauté sur les genoux de l'impératrice, lui a mis les bras autour du cou et l'a bravement embrassé. Nous avons été chez eux de 3 heures à 6 heures, et l'empereur lui-même m'a emmené dans une pièce voisine pour que je puisse entendre l'infante jouer du violon. C'est une citation tirée d'une lettre de Léopold, écrite le 16 octobre 1762. Au cours de la réception impériale, l'enfant glisse sur le sol et tombe. Aidé à se relever par la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, future reine de France, l'enfant lui propose de l'épouser. Mozart a beaucoup voyagé dans l'Europe. Il se rend à Paris en 1763, à Venise en février 1771, à Florence en mars 1770, à Londres en 1764, à Rome en avril 1770, à La Haye, ville des Pays-Bas, en mars 1766. Cette carte établie par le musicologue Robin Landon représente les différentes villes européennes visitées par les Mozart entre 1762 et 1771, soit de 5 à 15 ans pour Wolfgang. À Paris, les Mozart se font introduire dans les hautes sphères aristocratiques. Ils jouent devant une société frivole et avide de découvrir cet enfant aux dons surprenants, qu'ils ne considèrent au fond que comme un singe savant. L'aristocratie désœuvrée de l'époque a besoin de divertissements toujours plus spectaculaires. Ils jouent à Versailles, devant le roi Louis XV et la reine Marie Leczinska, chez le prince de Conti, devant madame de Pompadour, etc., et récoltent une tabatière en or et 50 louis d'or. Il a un si grand usage du clavier qu'on le lui dérobe par une serviette qu'on étend dessus, et il joue sur la serviette avec la même vitesse et la même précision. C'est peu pour lui de déchiffrer tout ce qu'on lui présente. Il écrit et compose avec une facilité merveilleuse, sans avoir besoin d'approcher un clavecin et de chercher ses accords. Je ne désespère pas que cet enfant ne me fasse tourner la tête, si je l'entends encore souvent. Il me fait concevoir qu'il est difficile de se garantir de la folie en voyant des prodiges. Cette citation est extraite de la correspondance littéraire de Grimm, le 1er décembre 1763. C'est enfin à Paris que sera publiée la première œuvre de Mozart, la sonate numéro 1 pour violon et clavier, avec dédicace à Madame Victoire, fille de Louis XV. À Londres également, la famille Mozart est reçue non seulement dans les cercles aristocratiques, mais aussi par le roi George III. Le monarque est impressionné par son sens du clavier, l'orgue et le clavecin, et autorise l'enfant à accompagner la reine qui interprète une aria. À la suite de cette rencontre, les concerts se multiplient, ainsi que les réceptions dans la très fermée haute société anglaise. C'est dans cette ville que Mozart rencontre Johann Christian Bach, dernier fils de Jean-Sébastien, qu'on appelle le Bach de Londres. Celui-ci deviendra rapidement l'ami de la famille Mozart et influença le jeune garçon par ses talents de symphoniste. C'est à Londres que Mozart débute l'écriture de ses œuvres symphoniques. L'Italie était une terre incontournable pour les Mozart. Mère de l'opéra, patrie du violon, le jeune Mozart pourra y parfaire encore sa science musicale grâce à de fructueuses rencontres. Après avoir obtenu de l'archevêque Sigismond von Schrattenbach leur congé, Wolfgang et son père partent seuls pour Milan. Nannerl a grandi, et ses leçons de musique apportent un revenu bien apprécié par la famille, d'autant que leur employeur suspend le salaire versé durant le temps du voyage. La jeune fille reste donc à Salzbourg avec sa mère. De plus, elle est maintenant trop grande pour prétendre au statut d'enfant prodige. Après Milan, le jeune compositeur et son père arrivent à Bologne, où Wolfgang rêve depuis longtemps de rencontrer le padre Martini. Celui-ci est un homme de grande culture, claveciniste, violoniste, chanteur
et compositeur qui brille aussi dans les mathématiques et la philosophie. Auteur d'un traité de contrepoint qui fait autorité, il enseigne à l'adolescence cette science. Mozart lui conservera toute sa vie une respectueuse affection. Voici un manuscrit de la main de Mozart, qui est un exercice d'écriture musicale accompli à Bologne le 9 octobre 1770 et corrigé ensuite par le Padre Martini, qui lui permet d'avoir l'honneur de devenir membre de l'Académie philharmonique de Bologne. Entre deux séjours à Bologne, Wolfgang et Léopold ont aussi l'occasion de se rendre à Florence et Rome, où Wolfgang écoute et note à la chapelle Sixtine le Miserere d'Allegri, 1582-1652. Je cite Léopold Mozart, qui dit le 14 avril 1770 « Tu as peut-être déjà entendu parler du Miserere de Rome, tellement célèbre et qui est estimé à un tel prix qu'il est expressément défendu sous peine d'excommunication aux musiciens de la chapelle d'en sortir une partition hors de la chapelle, de le copier ou de le communiquer à qui que ce soit. Or, nous le possédons déjà. Wolfgang l'a déjà écrit. » Fin de citation. Mozart reçoit aussi une décoration, chevalier de l'ordre de l'Éperon d'or, qui lui est conféré par le pape Clément XIV, 1705-1774. En Italie, le jeune Mozart se voit déjà recevoir des commandes, notamment d'opéra. Sa carrière de compositeur commence déjà à être reconnue. Il est souvent accueilli en héros, véritable attraction pour les Italiens profondément friands de musique. Vous voyez sur cette diapositive un portrait plus tardif de Mozart, qui est représenté en chevalier de l'ordre de l'Éperon d'or, la décoration bien visible sur la poitrine. Le peintre anonyme, et sans grand talent, a peut-être rajouté lui-même la mention manuscrite dans la partie supérieure du tableau. 1762-1772, entre 6 et 16 ans, l'enfance et l'adolescence de Mozart sont essentiellement résumées par 10 années de voyage. On demeure interloqué par tant de chemins parcourus, de lieux visités, de personnes rencontrées, surtout lorsqu'on se place dans la perspective des transports de l'époque, la diligence, des conditions d'hygiène bien limitées, des maladies qui courent l'Europe et qu'une médecine a bien du mal à endiguer. Le père et l'enfant sont sujets à bien des maux et doivent cesser parfois leur voyage pour se soigner et se reposer. Bref, parcourir l'Europe en cette fin de XVIIIe siècle n'est guère une sinécure. Et même si le père témoigne souvent dans sa correspondance de l'entrain de l'enfant lorsqu'il découvre de nouvelles villes, on imagine aisément la fatigue imposée par un rythme aussi soutenu, non seulement par les distances parcourues, mais aussi par les innombrables représentations et autres concerts imposés à l'enfant. Enfin, le bilan financier est maigre, voire quasi nul. Néanmoins, ces voyages sont aussi l'occasion pour Léopold Mozart de plonger son enfant dans une large initiation esthétique. Visitant de nombreux monuments, allant voir toutes les collections de peintures accessibles chez les aristocrates et dans les églises, l'enfant découvre de nombreux pays, mettant ses pas dans la tradition aristocratique de l'époque qui voulait que les jeunes hommes effectuent leur tour d'Europe. Outre cette sensibilisation à de nombreuses formes artistiques, c'est aussi l'occasion pour l'enfant d'apprendre les langues. Si le français est encore la langue universelle et diplomatique, il apprend l'anglais et surtout l'italien, idiome essentiel pour celui qui deviendra l'un des plus remarquables compositeurs d'opéra de son siècle. C'est d'ailleurs dans ce dernier domaine qu'il va commencer de s'illustrer par les commandes qui lui ont été faites en Italie, telles Mithridate Re di Ponto, création à Milan, le 26 décembre 1770, avec 21 représentations, ou encore Asciano in Alba, Milan, octobre 1771. En septembre 1777, Mozart, âgé de 21 ans, reprendra la route accompagné de sa mère cette fois pour retourner à Paris. Ce n'est plus un enfant prodige qui arrive dans la capitale, mais un adulte, parmi tant d'autres, qui n'intéresse plus la bonne société française. De plus, il est devenu un rival pour les compositeurs Gluck et Piccini installés à Paris. Il y compose néanmoins, notamment le concerto pour flûte et harpe, ce dernier instrument étant très en vogue à l'époque dans les cercles aristocratiques français. Sur cette toile de Michel Barthélemy Olivier, qui s'intitule « Souper chez le prince de Conti », datant de 1766,
Observez au bout de la table, à gauche, la claveciniste qui joue de son instrument glissé sous la table, procédé habituel au XVIIIe siècle. Elle est accompagnée d'un harpiste. Malgré quelques commandes, le voyage tourne mal. Mozart est abandonné par Aloysia Weber, dont il était amoureux, puis sa mère tombe malade et meurt. Elle est enterrée à Saint-Eustache, église du quartier des Halles. Dans une lettre écrite à Paris le 3 juillet 1778, Mozart dit, je cite, j'ai tout supporté avec fermeté et abandon, avec la grâce de Dieu. Quand l'état de ma mère fut tout à fait grave, je n'ai plus demandé à Dieu que deux choses. D'abord pour ma mère les derniers moments heureux, et pour moi force et courage.